Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Où investir pendant une récession? Ah, je suis sûr et certain que vous vous posez toutes ces questions, cette question-là. Donc, est-ce que je me suis posé cette question-là? Bien sûr, comme tout le monde, d'accord? Donc, je pense que cet article-ci pourrait répondre à la question avec des statistiques. En fait, c'est le genre d'article, voilà, si j'avais les capacités techniques ici de faire des vidéos, voilà, montage, etc., qualitatif, je me serais certainement basé sur cet article-ci pour faire une excellente vidéo, à mon sens, bien sûr. OK? De toute façon, c'est vous qui jugez si la vidéo est excellente ou pas. Mais je pense que où investir pendant une récession, ça intéresse tout le monde, d'accord? Parce qu'on nous parle de plus en plus de récession, etc. Bref, qu'est-ce que Morningstar en pense? L'article ici date du 5 octobre 2023. Donc, je vais lire l'article, je vais le commenter. OK? Donc, il a été publié le 25 septembre sur le morningstar.com. Donc, sur le Morningstar en français ici, c'est le 5 octobre. Il y a toujours de bons articles assez intéressants sur morningstar.fr. OK? So, le marché anticipe depuis longtemps une récession. Depuis juillet 2022, la courbe des taux s'est inversée, ce qui a souvent été précurseur des périodes de récession. Donc, les investisseurs parient que la faiblesse économique entraînera une baisse des rendements des obligations à long terme. Généralement, la courbe des taux qui s'inverse ici, pour ceux qui ne savent pas, c'est généralement c'est quand les obligations à long terme ont des taux d'intérêt moins élevés que les obligations, ont des taux d'intérêt ici moins élevés que les obligations à court terme. Pour faire simple, d'accord, c'est quand le ratio ici des obligations à court terme, si on a des obligations à court terme qui sont disons à 2% et que les obligations à long terme ici sont à 1%, là on parle ici d'inversement de la courbe. Parce que techniquement, plus le paiement est éloigné dans le temps, plus les taux d'intérêt devraient être élevés pour le risque. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer dans le futur. Or, si les gens demandent des taux d'intérêt plus élevés à court terme, c'est parce qu'ils n'ont pas confiance pour le long terme. Ok, vous pouvez également voir ici cette évolution je pense que les taux d'intérêt en question ici. Sur Coifin, je pense qu'ils ont tout un segment ici au niveau de Global Yield aux États-Unis, Yield Curve. Ok, on l'a ici. Par exemple, aux États-Unis, on va le prendre ici. Ça, c'est la différence. Ici, par exemple, quand on prend le 10 ans et le 30 ans, généralement ici, je pense qu'on compare généralement ici le 3 mois et le 10 ans. Donc, vous voyez ici qu'au Canada, par exemple, le 3 mois et les taux d'intérêt sur le 3 mois par rapport aux 10 ans ici sont plus élevés que d'habitude. Donc, techniquement, on aura tendance ici à avoir, ça veut dire qu'on a de moins en moins confiance pour le futur. OK? Donc, techniquement, ici, on prend le taux à court terme. En fait, c'est le taux à long terme moins le taux à court terme et non le taux à court terme moins le taux à long terme. D'accord? Il faut inverser l'équation par rapport à ce que le calcul par rapport à ce que je vous ai dit tantôt ici. OK? Donc, techniquement, les taux à long terme devraient être plus intéressants que les taux à court terme. OK? Mais si on a une différence ici entre les deux, ça veut dire qu'on a de moins en moins confiance. En France, par exemple, ici, on voit que le 5 ans, le 2 ans a des taux d'intérêt plus élevés que le 5 ans. Donc, on n'a pas trop confiance à long terme. D'accord? Là, en Allemagne également, c'est la même chose, etc. Bref, je vous laisse aller voir ça. OK? Alors, on retourne sur notre article ici, parce qu'il est assez long. D'accord? On va prendre la peine de le commenter. Alors, je vais faire moins d'interruptions ici. Déjà, je vais commenter l'article. Il y a plusieurs sessions, donc on va aller très rapidement. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Ici, vous avez des articles à partager également. Selon vous, que vous jugez intéressant, partagez-les nous, d'accord? Et on pourra voir, ça me permettrait ici de voir à peu près qu'est-ce que je pense quand je lis ce genre de choses-là. Parce que celui-ci est intéressant, ok? Ça, c'est un choix personnel ici, il est vraiment intéressant, ok? So, jusqu'à présent, aucune récession ne s'est produite. Parce que quand on prévoit une récession, elle n'arrive jamais au moment où on la prévoit. On ne prévoit pas une récession à une date particulière. On peut juste voir ici qu'on est en surchauffe, d'accord? Donc, la croissance économique est restée forte, avec des résultats d'entreprise généralement positifs et un chômage toujours proche de ses plus bas historiques. Très soutenu également par les gouvernements, ok. Donc, même si un ralentissement économique n'est pas imminent, il finira par subvenir. Ça, c'est une certitude. Tôt ou tard, la récession finira par arriver. Donc, tous ceux qui prévoient la récession depuis 2010 auront finalement raison un jour. Finalement. Ne vous inquiétez pas pour ça. Donc, vaut mieux être optimiste dans le futur. Et voilà, comme je le dis souvent, arrêtez de regarder les chaînes qui sont toujours là à annoncer des cracks matin, midi, soir. J'ai fait un test aujourd'hui, d'accord? J'ai partagé une vidéo, dès que j'ai mis crack, cette vidéo-là a très bien marché. Vous aimez les mauvaises nouvelles, pourquoi? Pourquoi vous aimez les mauvaises nouvelles?
D'accord? Concentrez-vous sur les bonnes nouvelles. Les mauvaises nouvelles, il y en aura toujours. Parce que ça marche. Ça marche. OK? So, on revient ici. L'économie évolue par cycle avec des périodes de vigueur économique suivies par des contractions et vice-versa. C'est la norme. D'accord? Si vous ne le savez pas, ça monte, ça baisse. Ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse, mais à long terme, ça monte. OK? Donc, c'est une affaire de zigzag. Mais la pente est croissante à long terme. En tout cas, dans le passé. OK? Pour le futur, je n'en sais rien. OK? Mais il y a de grandes chances que ce soit le cas. Historiquement, les récessions, généralement définies comme au moins 2 trimestres consécutifs de baisse de la croissance du produit intérieur brut, se produisent environ une fois tous les 5 à 10 ans, bien que la durée entre les périodes de récession varie. Il est impossible de prédire le moment où la gravité d'une récession, il est impossible de prévoir le moment où la gravité d'une récession potentielle. OK? Impossible. Je dis bien impossible. Vous voulez qu'on vous le souligne? On va le souligner. C'est impossible de prévoir le moment. OK? Donc, celui qui vous annonce la récession demain matin ou une date très particulière ou une année particulière n'aura jamais raison. OK? Impossible. Ni même la gravité de la récession. Donc, ce qui vous dit que non, on aura une récession légère ici, après ça va remonter. On n'en sait rien. OK? Et dans de nombreux cas, la récession n'est évidente qu'après coup, ou après que le marché a déjà commencé à réagir à un ralentissement de la croissance économique. Donc, très souvent, quand la récession commence, en fait, ça fait très longtemps. Quand vous vous rendez compte que, on est officiellement en récession. Comme on vous l'a dit, c'est 2 trimestres consécutifs de PIB, de croissance du PIB qui baisse. Or, entre le moment où les datas vont sortir et le jour où vous allez la prendre ici, et le début de la récession, il y aura déjà ici un moins 20-30% par là. OK? Donc, ça arrive très, très vite. OK? Rien ne nous dit même qu'on n'est même pas déjà à ce niveau-là aujourd'hui. Je n'en sais rien. OK? Donc, cela dit, examiner quel type d'investissements ont historiquement mieux résisté au ralentissement économique peut vous aider à limiter certains dégâts. J'adore cet article. En plus, c'est bien aéré. En fait, ça permet ici de pouvoir... J'aurais pu faire une vidéo littéralement sur ça. J'aurais pu faire une vidéo plus fouillée sur cette affaire-ci. Et vous n'aurez même pas su que c'était... Enfin, pas que vous n'aurez pas su. Mais techniquement, ici, il y a de grandes chances que personne ne sache que ça vienne de monistar.fr. C'est pas plus grave que ça. De toute façon, il y a des gens qui n'aiment pas lire. OK? Si vous n'aimez pas lire, j'espère au moins que vous aimez écouter. OK? Donc, dans cet article, j'examinerai, pas moi, bon, c'est l'auteur, j'examinerai l'investissement pendant une récession sous plusieurs angles, notamment les classes d'actifs, les facteurs et les secteurs. OK? On va les examiner selon les classes d'actifs, les facteurs et les secteurs. Remarque, pour la majeure partie de cette analyse, je me concentrerai sur 4 ou 5 récessions les plus récentes, car les données de performance sont plus difficiles à obtenir pour les récessions antérieures. Donc, commençons par les classes d'actifs. Du point de vue des classes d'actifs, les actions sont généralement l'un des pires endroits où se trouver en période de récession. Ça, c'est vrai. C'est pour ça que je dis toujours une chose. Quand vous achetez une compagnie, soyez prêt à subir un moins beaucoup de pourcents. On va le dire comme ça. Au moins un double digit, comme on dit souvent. 2 chiffres. Moins 10, moins 20, 30, 40, 50, 60, 70. C'est une évidence. Soyez prêt à assumer. Je dis bien, soyez prêt à assumer. Le marché s'en fout de savoir que vous l'avez acheté aujourd'hui, vous avez acheté une action aujourd'hui et qui devrait monter demain. Vous aimeriez que ça monte. Mais dites-vous une chose. Si j'achète une action à 100, elle devrait m'intéresser à 20, tant que les fondamentaux qualitatifs et quantitatifs vont dans le même sens. Et laissez-moi vous dire que en période difficile, on peut avoir les meilleurs fondamentaux au monde, vous aurez énormément de doutes. Et c'est là que vous allez voir que la psychologie joue beaucoup. OK? So, on continue. Donc, concentrez-vous sur la qualité de vos entreprises. Interrogez le business model, les compétitions. C'est pour ça qu'il faut connaître la compétition. Qu'est-ce qui drive la croissance? Qu'est-ce qui pousse les gens à commander un type de produit? Je le répète toujours. C'est important, les amis. Très important. Le questionnement. C'est pas pour rien que je vous ai toujours dit que chaque secteur d'activité, chaque sous-secteur d'activité ici, il y a des questions spécifiques à poser. D'accord?
Par exemple, quand on va vous dire ici que le volume ici de, pas de carte de crédit ici, le volume ici de dette sur carte de crédit est de plus en plus élevé. Ça pourrait avoir un impact sur quoi? La consommation non discrétionnaire. Enfin, excusez-moi, ça pourrait avoir un impact sur la consommation discrétionnaire, excusez-moi. D'accord? Donc, le genre de... si je peux me passer ici d'un t-shirt, je vais m'en passer. Si je peux me passer de basket, je vais m'en passer. D'accord? Tout simplement parce que les cartes de crédit sont de plus en plus pleines. Et ça, ce sont des datas que vous pouvez avoir avant. Et ça peut vous donner une idée de comment une entité pourrait se présenter. Ça pourrait vous donner une idée des secteurs qui pourraient être impactés. En avance. En avance. OK? On revient. Je vous avais dit ici que je n'allais pas beaucoup m'arrêter, mais voilà, on va accélérer un tout petit peu parce qu'on est au niveau de la première classe d'actifs. Donc, la raison est simple. Les récessions surviennent lorsqu'il y a un déclin de l'activité économique qui s'accompagne généralement d'une tendance plus faible de la croissance des revenus et des bénéfices des entreprises. En conséquence, les actions ont enregistré des rendements négatifs lors de la plupart des récessions précédentes, mais pas toutes, depuis la Grande Dépression. Donc, ici, les pires résultats ont eu lieu lors de la crise financière mondiale, lorsque les actions ont perdu un taux annualisé de 24% entre 2007 et 2009. Annualisé. C'est pas moins 24, on dit annualisé. Donc 2027, 24, 2028, 24 et mi-2024, 2009 ici, annualisé, on met également en 24. OK? Donc, quand on voit ici, la première, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc les 5 dernières, je pense bien, de janvier de 1980 à juillet 1980 ici. On voit ici que ça, ce sont les différentes classes d'actifs, donc les obligations à 30 jours, etc. Et vous voyez ici que techniquement, où est-ce que on retrouve ici les actions? Est-ce que c'est ici qu'on va trouver ça? Donc je pense que c'est à ce niveau-ci qu'on va retrouver les actions. À ce niveau-ci. Vous avez également les small stocks, etc. Mais vous constatez ici que ça se passe, au niveau des small, on est très très bien. De 1981 à 1982, de juillet à novembre. Donc, vous constatez également ici que tout ce qui concerne les actions tendance à mal se comporter, quoique les small cap ont tendance à bien se comporter ici. De juillet 90 à juillet 91, vous voyez que tout le monde est presque rouge, sauf S&P, SGCI, je ne sais pas c'est quoi à l'intérieur. Donc, j'aurais bien aimé avoir la définition de tous ces éléments-ci. Donc, vous voyez que les obligations ont tendance à bien se comporter ici, mais voilà. En période difficile, les gens aimeraient avoir des obligations. Vous voyez également que les rates, les voici. Les rates dont on parle aujourd'hui. Et je vous rappelle encore que le service Top Rate et Fundamental Dividend est toujours ouvert. D'accord? Où on partage généralement des analyses sectorielles sur les rates en particulier. Et quand je dis sectoriel, je rentre dans tous les secteurs, les segments d'activité. Office, self-storage, appartements, résidentiels, on va le dire comme ça. Donc, si ça vous intéresse, allez-y. De toute façon, on va continuer ici. La formation sera disponible également ici le 15 du mois d'octobre et elle est inclue dans le service en question. D'accord? Donc, c'est un tarif social ici. Donc, ça vous permet. Je suis la formation. J'ai également une liste ici d'entreprises intéressantes du point de vue qualitatif. OK? Parce qu'on lit et on écoute les conférences call ici et on fait des analyses qualitatives sur les différentes entités en question. Et si on a des questions, on bavarde entre nous. Vu que c'est très souvent les entreprises qui versent des dividendes ici, je l'ai mis inclus ici dans le service fondamental dividende. Donc, généralement, ici également, on aura tendance à présenter des entreprises qui versent des dividendes de manière stable et croissante dans le temps et qui pourraient représenter des opportunités d'investissement en date d'aujourd'hui du point de vue quantitatif et qualitatif. OK? Donc, le lien est dans la description de la vidéo. Donc là, vous allez voir ce Top Newsletter. Vous cliquez dessus et ça va vous amener sur la page où vous allez retrouver la plupart des services ici de Top Invest. OK. So, les rates ont tendance à bien se comporter, sauf en 2007-2009. OK? 2020 à février 2020, avril 2020 également. Ça se comporte pas bien. Donc, en moyenne, c'est 0,9, 0,95 en période difficile. Les actions, vous remarquez ici que tendance en moyenne ici c'est 9% par là. Les small ont tendance à bien se comporter, mais je suis pas un adepte des small. Moi je sais également que certaines périodes ici ça va très très mal à ces niveaux là. Vous avez également les large stocks, etc. Donc ça dépend de qu'est-ce qui a été mis ici, mais dans l'ensemble les stocks ont tendance à subir énormément pendant les périodes difficiles.
OK? Donc, les obligations ont été les meilleurs endroits où se trouver lors de la plupart des récessions précédentes. Les investisseurs cherchent souvent refuge dans les actifs à faible risque pendant les périodes de difficultés économiques, ce qui contribue à soutenir les prix des obligations. En outre, la Réserve fédérale réduit souvent les taux d'intérêt pour tenter de stimuler la croissance économique, ce qui entraîne également la hausse des prix des obligations. Oui, parce que les obligations agissent un peu en sens inverse. Quand les obligations augmentent, quand les taux d'intérêt augmentent, les obligations sont sur un marché baissier. Ça veut dire que, pourquoi est-ce que c'est un marché baissier? Ça veut dire que les nouvelles obligations sont plus intéressantes que les anciennes. Donc, techniquement, ici, vous aurez de moins en moins de personnes qui vont acheter des anciennes obligations ici parce que les taux d'intérêt sont moins élevés. Or, quand les taux d'intérêt diminuent, les anciennes obligations ont plus d'intérêt que les nouvelles. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il y a une relation inversée ici au niveau du prix des obligations. OK? Enfin, quand on dit ici que la hausse des prix des obligations pourrait également être compensée quand les taux d'intérêt diminuent. Donc, en raison de leur grande sensibilité aux taux d'intérêt, les obligations à long terme ont historiquement mieux résisté aux récessions, même si les obligations à moyen terme et les liquidités ont également fait preuve d'une assez bonne résistance. Donc, l'or a également été une classe d'actifs gagnante pendant les périodes de récession, avec des rendements positifs au cours des 8 récessions les plus récentes depuis 1993, dont le métal jaune a toutefois connu une performance relativement anémique lors des récessions au début des années 1980 et au début des années 1990, donc les rendements étaient négatifs après inflation. Ça, c'est pour la classe d'actifs. Donc, il serait intéressant d'avoir un tout petit peu d'obligations, un tout petit peu d'actions, un tout petit peu d'or et un tout petit peu de rate. Quand vous les avez comme ça peut bien... Et quand on parle d'obligations ici, vous avez à court terme et à long terme également ici. Quand on parle d'actions, vous avez des larges et des mid également. Et quand on parle ici des rates, vous avez à peu près également ici des rates assez qualitatifs. Donc, un tout petit peu de tous, de tous ces éléments-là. Est-ce que moi, je le fais? Non. Moi, je suis full action. Je ne veux pas d'obligations, ça ne m'intéresse pas en fait. C'est peut-être une erreur de ma part. Mais en fait, en prenant des obligations, j'ai la prétention de connaître à peu près où est-ce que je mets les pieds quand je vais acheter une entreprise. Donc, je n'ai pas envie de me casser la tête avec une obligation juste par sécurité, etc. Donc, voilà, les obligations, techniquement, ici, pour moi, ça va rester mon compte épargne ici, où généralement, je mets quelque chose uniquement ici, mon fonds d'urgence, si vous voulez, mon fonds de sécurité, d'accord, qui représente à peu près 12 mois ici de mes dépenses courantes. Normalement, il devrait être de 6 mois, mais j'ai déjà dépassé 6 mois. Donc, j'en ai 12 ici. Donc, les 6 mois supplémentaires me servent ici en cas d'opportunité extraordinaire sur les marchés. J'ai à peu près du cash ici frais que je pourrais utiliser. Mais le 6 mois, c'est le minimum que je devrais avoir en termes de fonds d'urgence. OK? Donc, moi, je n'achète pas d'obligations aujourd'hui. Ça ne m'intéresse pas non plus. Sauf si peut-être si on m'en vend à 10% par là. Si j'en trouve à 9%, 10%, peut-être, pourquoi pas? OK? Mais je n'en achète pas aujourd'hui. Ça ne m'intéresse pas. Si je veux une obligation ici à 5%, je peux faire acheter une rate ici qui a du 5% en date d'aujourd'hui. Tu me diras que oui, mais le prix baisse, etc. Ouais, mais le prix baisse aujourd'hui uniquement. Est-ce que le prix sera le même dans 10 ans? Il y a de fortes chances que non. Et les rates que j'essaye de choisir sont généralement des rates qualitatifs sans prétention. Je pense que je sais à peu près quel genre de secteur je devrais regarder aujourd'hui. Même dans les office rates, je connais des entreprises intéressantes. Très intéressantes même d'ailleurs. Parce qu'elles ne font pas la même chose que les autres. OK? Les retail rates, il y en a certaines qui sont intéressantes, certaines pas du tout. OK? Donc, tout ce qui se passe présentement, ça va créer des opportunités à long terme pour certaines entités dans ces secteurs d'activité-là. Donc, je peux faire, si je veux des obligations, je connais des entreprises où je peux avoir du 9% aujourd'hui. Je pense que Altria, c'est 9%, non? Et ce n'est pas une entreprise qui va disparaître d'ici 10 ans. Il y a de grandes chances que dans 10 ans, que l'entité soit encore là. Juste 15 ans, je récupère ma somme de départ. OK? Et encore, on n'est pas à l'abri ici d'une augmentation du prix et ils pourraient continuer à racheter leurs actions. Donc, pourquoi est-ce que je vais me casser à aller prendre une obligation de 9 ans, etc. Le prix pourra peut-être baisser. Globalement, ça va impacter mon portefeuille, ça c'est vrai. Donc, et je m'attends à ça et ça ne me dérange pas plus que ça. OK? Donc, ceux qui ont peur d'avoir une baisse ou un truc comme ça, oubliez ça. Si vous êtes sur des actions, ça va arriver. Maintenant, dépendamment de votre âge, la segmentation de votre portefeuille devrait être différente. Donc, plus vous avancez dans le temps, d'accord, plus il vous faudrait ici une poche obligataire assez élevée. Parce que, voilà, si j'ai 65 ans, je ne vais pas avoir tendance à être full action. Vous voyez ce que je veux dire? Non, il faut faire attention. C'est peut-être pour ça ici que les gens recherchent vraiment le dividende, blablabla, blablabla. Quoique, je n'ai pas de problème avec le dividende. Hein. D'accord? Il faut juste savoir comment bien le faire. OK? So, on continue. L'or, concernant l'or,
Bon, pas plus, c'est la même chose que les obligations. Ça ne m'intéresse pas plus que ça. Ok, peut-être que je fais une erreur, mais voilà, c'est juste que je choisis avec full action. D'accord, c'est mon comportement à moi, je suis ce type d'investisseur là. Je suis peut-être agressif, on va le dire comme ça. D'accord. Donc, quel est votre profil d'investisseur ici? En tant qu'investisseur, il faut également le voir. Donc, vous pouvez taper sur Internet profil investisseur ici, test. Vous allez trouver énormément de tests là, dans ce sens-là. OK? So, j'ai utilisé les catégories. Donc, style d'investissement. On a parlé ici des classes d'actifs. Maintenant, on va parler des styles d'investissement. J'ai utilisé les catégories de fonds d'actions américaines de Morningstar comme indicateur pour mesurer le style d'investissement. Comme le montre le tableau ci-dessous, les valeurs de croissance ont généralement mieux résisté aux périodes de récession. J'aimerais juste mentionner une chose. J'avais vu une étude ici qui mentionnait que dépendamment de votre âge, d'accord, vous devez avoir la moitié de votre âge ici en obligation. En obligation, donc vous devez avoir la moitié de votre âge en obligation. Donc si j'ai 30 ans, en termes de pourcentage, je devrais avoir à peu près 15% de mon portefeuille en obligation. Si j'ai 60 ans, je devrais avoir à peu près 30% de mon portefeuille en obligation. 70 ans, 35%, 80 ans, 40%. D'accord? Je sais, c'est quelque chose que j'avais vu comme ça, mais je ne sais pas. Ça dépend. Au moins, on a dit au moins. Au moins. Donc, à 20 ans, je devrais avoir au moins 10%. Ainsi de suite. Donc, au fur et à mesure que votre âge monte, ici, vous divisez par 2. Et en termes de pourcentage, ici, vous le mettez en obligation. D'accord? Donc, la poche obligation aura tendance ici à augmenter. Vous êtes libre de le faire ou pas. Hein? C'est à vous de voir ici. D'accord? Donc, pour ceux qui se posent la question de savoir, mais qu'est-ce que je devrais prendre si des obligations m'intéressent? Donc, si tu peux également aller full ETF ici, d'accord? Tu peux prendre ici 30%, dépendamment de ton âge, hein, tu divises ton âge tu divises en 2, d'accord? Et tu prends le pourcentage, le pourcentage en question. Tu prends le chiffre en question, tu le mets en pourcentage et ça sera la poche que tu vas réserver en obligation. Si ça vous aide, d'accord? Après ça reste une étude comme une autre. OK? Il faut que je retrouve en fait l'article en question. Ah, ça serait bien de retrouver tous mes articles. Si je pouvais les commenter comme ça me sauverait énormément parce que j'ai énormément de sujets de conversation ici. Énormément. D'accord? Ah bon, il y a beaucoup de choses. Vous avez vu une vidéo pareille, je suis en train de bavarder pendant 20 minutes, 22 minutes, je raconte ma vie. Mais bon, je pense que c'est intéressant. On a parlé des classes. Maintenant, les styles. D'accord? Donc, comme le montre le tableau ci-dessous, les valeurs de croissance ont généralement mieux résisté aux périodes de récession. Les entreprises de croissance affichent généralement une progression des bénéfices plus élevée, des bilans plus solides et une meilleure rentabilité. Autant de caractéristiques qui les aident souvent à mieux résister que les entreprises dont les cours de l'action sont décotés pendant une période de récession. Est-ce que je suis très d'accord avec ça? Je veux dire que ça dépend. J'ai lu l'article, ce sont des stats, d'accord, c'est sûr, mais il faut qu'on apporte des nuances. Une entreprise de croissance qui se comporte bien en récession, surtout si elle a des bénéfices plus élevés, un bilan solide, une meilleure rentabilité. Voilà les conditions. C'est pas parce qu'elle a juste une croissance des revenus. Non. Bénéfices plus élevés, bilan plus solide, meilleure rentabilité. Donc, une entité, par exemple, comme Salesforce pourrait bien se comporter en récession. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas baisser, mais elle pourra peut-être moins baisser que les autres parce qu'elle reste toujours en croissance. La croissance sera peut-être moins élevée qu'avant, mais ça sera toujours mieux qu'une entreprise ici qui subit de plein fouet la récession. Donc, ces valeurs n'ont pas toujours enregistré de bons résultats lors de chaque récession, bien sûr. Elles ont ainsi été durement touchées par la correction des valeurs technologiques début 2000, parce que toutes n'étaient pas qualitatives, qui a coïncidé avec la brève période de récession de 2001-2002. D'accord? Du point de vue du style, une grande taille est généralement préférable à une petite taille en période de faiblesse économique. Donc, les large caps sont généralement préférables aux small caps en période de récession. Small cap growth, large cap growth, small cap value, large cap value, small cap momentum, large cap momentum, il est toujours préférable d'avoir une large cap plutôt qu'une petite capitalisation ici en période difficile. Moi, j'ai opté pour la période, moi j'aime bien les large cap. Mid, large, c'est intéressant pour moi. Si je trouve une small cap, il faut vraiment qu'elle soit extrêmement solide. Et j'ai déjà eu assez de succès un certain succès sur certaines small cap. Donc, je ne fais pas partie de ceux qui... Et small cap, pour moi, ce sont des entités ici qui sont en croissance élevée.
OK? Donc, ça ne me sert à rien d'avoir une small cap qui a juste qui stagne depuis plusieurs années. Si ça fait 20 ans qu'elle est small cap, il y a certainement une raison. Ça ne m'intéresse pas une small cap qui n'est pas de croissance et qui n'a pas une croissance assez élevée et qui n'est pas sur un marché qui a une taille assez élevée. Donc, il faut avoir une small cap qui est de croissance, généralement. Pas juste une small cap qui est value. Non, il faut qu'elle soit croissante, value et quality. D'accord? Je pense même parfois que, selon mon style d'investissement, je recherche le momentum. Momentum, pour moi, c'est le catalyseur. Quel est l'élément qui va faire à ce que le marché voit qu'il y a de la valeur sur cette compagnie? Ça peut être rachat d'actions, cession d'actions ici, remboursement de la dette, changement de PDG. Ça peut créer le momentum, ça peut réveiller le momentum. D'accord? Même si je sais que le momentum, généralement, ici, c'est une question de courbe, il faut que ce soit, voilà, il faut que ça se situe à peu près sur une tendance haussière, etc. Mais moi, je le considère ici comme un catalyseur parfois. Donc, d'accord? Donc, value, c'est quantitatif. D'accord? Growth, c'est au niveau de la croissance. Quality, c'est au niveau ici de l'avantage concurrentiel. Je veux les 4. Mais bizarrement, je recherche les 4 en fait. Parfois, j'aurais tendance à ne pas trop regarder momentum parce que je suis naturellement attiré par des entités qui ont des prix en berne en date d'aujourd'hui. Donc, je suis prêt à supporter la volatilité à court terme ici, tant et aussi longtemps qu'on est sur des marchés porteurs. Mais je recherche, il faut que ce soit value, il faut que ce soit quality et il faut que ce soit growth également derrière. Et s'il n'y a pas de growth ici, il faut vraiment que le prix d'acquisition soit très très bon. Donc, si je choisis de faire du value, uniquement, il faut qu'il y ait toujours au moins le quality. Donc, le quality, il est indispensable. Je peux laisser momentum, je peux laisser ici, comment on appelle ça, je peux laisser le momentum ici, je peux laisser le growth, mais quality et value doivent aller dans le même sens. Vous ne pouvez pas avoir quality sans un minimum de growth. D'accord? Donc, faites attention. Donc, une entreprise quality, mais qui est en train de mourir, c'est un peu bizarre. OK? Bref. On revient encore ici, vous remarquez que il y a tellement de choses que je pourrais dire sur cet article-ci, il est tout simplement magnifique. Bref, j'ai le droit de ne pas être d'accord. Du point de vue style, donc grande cap plutôt que large, small cap, et vous allez voir beaucoup de gens vous dire, oh, allez, prends les small cap, etc. Parce que ça a toujours performé, c'est la classe d'actifs qui performe mieux ici selon les études, machin. Allez, essayez de faire des small cap. Faites-le. Essayez. Et arrêtez de suivre tous les arguments qu'on vous donne sur Internet. D'accord? Ici, ce que je vous donne là, d'accord? Posez la question, allez prendre une small cap, allez prendre une large cap et faites vos analyses derrière. Ça ne veut pas dire que c'est plus facile avec les large cap, hein? Non. Mais il y a de grandes chances qu'on ait plus des entités ici qui aient des avantages concurrentiels. En tout cas, moi, je retrouve généralement au niveau des mid et des larges, des entreprises qui ont des avantages concurrentiels. Très rarement sur les small. Et c'est une note éliminatoire pour moi. Je ne veux pas des small juste parce que c'est value. Non, pas du tout. OK? Ça, c'est moi. D'accord? Donc, les grandes entreprises ont tendance à avoir des bénéfices plus stables, merci, des opérations commerciales diversifiées et les moyens financiers nécessaires pour soutenir leurs opérations, même en période de récession. En revanche, les petites entreprises peuvent dépendre fortement d'un seul secteur d'activité et disposent souvent de moins de réserves financières pour survivre en période de baisse. Donc, si vous avez une small cap ici, pas de dette, beaucoup de cash même. OK? Ça, il ne faut même pas s'amuser avec le bilan. Il faut être très strict au niveau des bilans. Il faut avoir un management extra qualitatif. 5 étoiles. D'accord? Donc, retour aux actions, le retour sur capital investi ici doit être très, très intéressant. Je ne parle pas de dividendes, etc. D'accord? Donc, l'utilisation des actifs, l'efficience ici au niveau des actifs, ça doit être très intéressant. Donc, comme vous pouvez le voir ici, en moyenne, les large caps se comportent très, très bien. En suivi des les large cap blend ici, c'est le mélange de growth, value. D'accord? C'est le mélange. Donc, moi, je suis plutôt au niveau des blends. J'aime bien ça. J'aime bien être au milieu entre growth et value. OK? Mais après, vous allez voir ici, après, vous avez large cap growth, très, très bien. Les large cap value, un peu parfois difficile, parce que dans value, il y a souvent beaucoup de merde à l'intérieur. Donc, il faut faire attention. Prenez le blend généralement. Donc, c'est-à-dire que value et growth dans le même sens, dans le même package. Et vous voyez également que blend également se comporte très très bien ici. Et small cap blend également se comporte très très bien parce que c'est non seulement value, mais c'est également growth. OK? Donc, recherchez généralement le mix entre les deux, entre value et growth dans la même entité. C'est rare? Non. Il y en a. Ça existe. Donc, facteurs de risque. OK. Il s'agit d'une autre façon d'examiner les facteurs de déterminants des rendements des marchés boursiers.
Les facteurs décrivent des caractéristiques spécifiques au-delà des mesures, donc entre parenthèses, au-delà des mesures traditionnelles telles que le secteur, la capitalisation boursière et le style valeur-croissance. Donc, c'est les valeurs spécifiques qui aident à expliquer les styles de gestion des investissements et les différences de performance qui en résultent. Étant donné que les rendements des marchés boursiers sont généralement négatifs en période de récession, aucun facteur d'investissement n'a généré systématiquement des rendements positifs. En termes relatifs, le facteur qualité est historiquement se comporte historiquement mieux pendant les périodes de faiblesse économique. La raison pour laquelle je recherche essentiellement la qualité, c'est pas pour rien que bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Vous pensez que c'est juste une parole en l'air comme ça, mais je le pense vraiment. Ça doit rentrer dans les têtes. La qualité. Et la qualité n'est pas que la qualité doit être seulement au niveau ici de la rentabilité et au niveau également de la profitabilité, au niveau également de la qualité du management, d'accord? Ainsi qu'au niveau ici des avantages concurrentiels. Tout doit être questionné. C'est pas compliqué. En réalité, c'est une question d'habitude. D'accord? C'est une question d'habitude. Entourez-vous des bonnes personnes. Déjà, ce serait une bonne chose. Parce que si vous avez des gens à côté de vous qui parlent encore de small cap, des Pixium Vision ou je ne sais pas quoi, il faut complètement les éliminer parce que ça pollue les oreilles, ça pollue le raisonnement. OK? Ça pollue le raisonnement. Donc, les définitions de la qualité varient. Mais l'indice MSCI que j'ai utilisé pour cette étude se concentre sur les actions qui obtiennent de bons résultats sur 3 indicateurs principaux. Un rendement des capitaux propres élevé. Donc, voilà à peu près vos data quality si vous les recherchez. Donc, rendement des capitaux propres élevé. Et quand je parle de capitaux propres ici, pour moi, c'est le ROCE au minimum. Sinon, le RO, c'est le ROCE, enfin, vous pouvez utiliser le ROCE, vous pouvez utiliser le ROTCE ou bien le ROIC. Le ROE, je l'utilise uniquement pour les entités financières. Uniquement. Parce que je pense que le ROE peut être très manipulé, donc je n'aime pas utiliser le ROE comme ça. OK? Sauf si j'ai vérifié que le bilan financier de la compagnie, ici, il y a très peu d'intangibles. OK? Donc, un rendement des capitaux propres élevé, une croissance stable des bénéfices d'une année sur l'autre et une croissance stable des bénéfices une année sur l'autre et un faible levier financier. C'est pas pour rien que je recherche la stabilité des bénéfices, la stabilité des revenus, une dette maîtrisée. On n'a jamais introduit ici le terme rendement des capitaux propres. Tout simplement parce que Koifin ne le présente pas, mais je connais un site qui le présente. Mais il faut que je paye un abonnement ici. De toutes les façons, ici, voilà, j'ai trop d'abonnements. Comme je l'ai dit, je suis à près de 200 € ici d'abonnement par mois. Uniquement, juste à cause de YouTube. Uniquement. En réalité, si je devais garder un seul, ça m'aurait coûté à peu près une quarantaine par là. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. D'accord? N'oubliez pas. Donc, le facteur de volatilité minimale, conçu pour capturer les actions présentant des bêtas, une volatilité et un risque idiosyncratique plus faible, s'est classé en 2e rang et les actions à dividendes ont également relativement bien résisté. Alors, les small stocks, les small ici se comportent mal, comme vous pouvez le voir. Les high dividend yield ici, ça va. OK, minimum volatility, ça va. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez regarder ici l'ETF qu'on appelle USMV, U comme union, S comme savoir, M comme maman, V comme voiture. USMV, c'est un ETF qui est uniquement constitué d'entreprises très peu volatiles. D'accord? Je ne sais pas s'il y a la même chose ici en Europe, mais si vous trouvez cet ETF-là, ça peut être une bonne chose. Donc, le minimum volatility se comporte plutôt bien. OK, mais vous allez retrouver essentiellement des entreprises ici défensives et sensitives. OK, très peu de cycliques. OK, momentum également se comporte bien. Ça va. Value, non. Mais dans value, comme moi je l'ai dit, la façon dont moi je comprends value, c'est value sans quality ne me sert strictement à rien du tout. Value sans croissance ne me sert également à rien du tout. OK, donc on recherche ici tout ce qui est entre les deux. Donc le MSCI Quality également se comporte mieux que tout le reste. OK. Donc, si on trouve un quality, non seulement quality value avec un dividende, avec un minimum de volatilité, c'est à peu près ce qu'on appelle généralement ici, c'est un home run. D'accord? C'est un home run. Mais c'est très rare. Mais on continue. Alors, cela n'a toujours pas... Donc, on dit ici que consommation. On dit ici que du côté négatif, le facteur value a enregistré ici
les pires performances au cours de la plupart des périodes de récession et de loin, ce facteur a tendance à être surpondéré dans les secteurs sensibles au cycle économique tels que les matériaux de base et la consommation cyclique et la finance. Cela n'a toujours pas été le cas, donc le début des années 1980 ici, marqué par une période de stagflation caractérisée par une croissance atone, une inflation élevée et des taux de chômage élevés a été une exception. Donc le facteur valeur a enregistré les meilleurs rendements au cours de cette période-là, à peu près la période de 1980. OK? Maintenant, par rapport au secteur d'activité, d'un point de vue sectoriel, les titres de la santé et des biens de consommation de base ont été les plus performants dans les périodes de faiblesse économique normale. Secteur défensif, selon le classement Morningstar, on a 3 grands secteurs d'activité, le cyclique, sensitif, défensif. J'en ai déjà parlé sur une vidéo. Donc, les consommateurs ne peuvent pas facilement réduire leur consommation de médicaments sur ordonnance, d'appareils médicaux ou de produits de première nécessité comme l'alimentation et les produits d'hygiène, même s'ils ressentent les effets d'une économie, plus faible. Du côté négatif, les valeurs de l'énergie et des infrastructures ont été les plus durement touchées lors des récentes récessions, dont les entreprises de ces secteurs sont extrêmement sensibles aux fluctuations de la demande. Les valeurs financières peuvent également souffrir pendant les récessions en raison de leur hausse des taux, la hausse des taux de défaut et d'une diminution des marges nettes d'intérêt. Donc, vous pouvez voir ici les différents secteurs d'activité qui sont bien comportés, etc. En moyenne, vous les avez là. Le secteur ici de la santé se porte bien et les métaux précieux également se comportent bien, secteur défense, consumer defensive, cyclical, etc. Mais quand vous mettez ici consumer cyclical, ici, il y a également beaucoup d'entreprises ici qui peuvent rentrer dans le cyclical. Donc, voilà, vous avez le tableau, vous pouvez aller le voir ici. Donc, on dit ceci. Donc, les valeurs technologiques et la communication affichent un bilan également mitigé. Donc, mitigé, ça ne veut pas dire que c'est forcément mauvais, ok? Donc, la communication ici, moins 13%. Quand même, c'est difficile. Mais également, il faut voir que ce sont des périodes assez compliquées où il y a des périodes où il y avait énormément de spéculation sur cette compagnie-là. D'accord? Donc, il faut toujours également remettre les choses dans leur contexte, d'accord? Donc, durant la récession de 1990-1991, sur le fond de guerre du Golfe et des problèmes d'approvisionnement en pétrole, les secteurs des communications et des technologies ont relativement bien résisté et les leaders technologiques tels que Microsoft, Apple et IBM ont continué de générer des rendements à 2 chiffres. Après avoir explosé pendant la majeure partie de 1990, la bulle technologique a finalement explosé en 2000, suivie d'une brève récession en 2001, donc les valorisations étant encore gonflées avant les récessions. Donc, les secteurs de communication et de technologie ont subi des pertes plus importantes. Donc, c'est ce qui à peu près impacte les rendements et c'est ce qui à peu près impacte ici cette moyenne. Donc, toujours remettre les choses dans leur contexte. Ne jamais oublier ça. OK? Parce que quelqu'un va dire ici que oui, mais voilà, le secteur de la communication se comporte mal, donc je ne vais pas y aller. De nature, c'est un secteur défensif. De nature. Donc, faites attention. C'est également un secteur qui est très, très consolidé. Donc, je comprends tous ceux qui fuient, par exemple, les entités communicatives. Enfin, pas que je les comprends, mais je vous regarde de loin, d'accord? Ceux qui fuient Verizon, AT&T, T-Mobile. Le secteur américain de la téléphonie est très concentré. Les 3 entreprises dominent. Personne n'a intérêt ici de faire une guerre des prix. D'accord? Et ils ont également des relais de croissance. Ouais, mais tout ce qui concerne ici les câbles avec contaminés au plomb, même pas contaminés, les câbles à base de plomb, etc. Comme je l'ai mentionné, c'est une technologie qui ne s'utilise plus depuis plusieurs années aujourd'hui. Et comme j'ai également mentionné, ces entités-là avaient des obligations dans le passé quand cette technologie-là était la plus avancée au moment où la dépense en capital pour pouvoir construire ici des lignes de télécom, etc. était pas élevée, mais était, au moment où on avait besoin de construire ces lignes-là. Voilà, c'est la technologie qu'on avait. D'accord? Donc, s'il faut décontaminer ou quoi que ce soit, les gouvernements également ont leurs responsabilités. Voilà. Il ne faut pas l'oublier. Et c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Donc, c'est pour ça que je dis, ces procès-là ou je ne sais pas quoi, ce n'est pas la même chose que tout ce qui concerne ici les PFAS ou bien les bouchons d'oreille de 3M ou bien les médicaments, le talc ici de Johnson & Johnson. C'est pas la même chose. D'accord? C'est vraiment pas la même chose. En tout cas, je suis pas là pour vous convaincre. Hein. Allez faire vos propres recherches. OK? Donc, pour moi, T-Mobile et Verizon, quand je les regarde, je suis bien content que ça continue à baisser. D'accord? J'espère que ça va continuer à baisser d'ailleurs. OK? Mais ces entités-là, endettées? Non, elles ne sont pas endettées. Elles ont les moyens de repayer la dette. Dépenses en capital, c'est normal. Il y a une nouvelle technologie. Il faut être à la pointe du jour ici. Et on va récolter les fruits des investissements demain.
OK? Donc, après avoir expliqué, donc on a ici que, qu'est-ce qu'on a ici également ici? Alors, on dit ici que les valorisations étant encore gonflées avant la récession, les secteurs de communication et la technologie ont subi des pertes plus importantes. Donc, la perspective d'une récession imminente vous oblige-t-elle à remanier votre portefeuille? Non. En fait, procéder à des changements massifs dans un portefeuille est généralement une mauvaise idée. En revanche, étudier les performances historiques du marché peut vous aider à définir les attentes quant à la réaction de vos avoirs quand l'économie s'affaiblit. Donc, moi, je suis plutôt dans le secteur défensif ici aujourd'hui, donc je cherche uniquement quality, value, growth. Et je ne dis pas, je ne les sépare pas. Pour moi, c'est la même chose. Donc, je cherche essentiellement des large cap blend. OK? Et dans Blend, il faut absolument, dans Blend, ici, c'est Value et Growth. Et il faut également qu'on ajoute Quality. Donc, on peut dire Large Cap Blend Quality. Voilà. J'espère qu'on s'est compris. OK? C'est ce que moi, je cherche. OK? C'est le type d'entreprise que je recherche. Je n'ai pas de problème maintenant au niveau des secteurs d'activité, etc. Voilà. Je sais que le cyclique, c'est à la poubelle. J'aurais tendance à ne pas surpayer pour ces segments-là, quoiqu'il y a de très belles entreprises cycliques. Le consumer defensive, c'est très rare de trouver des opportunités en date d'aujourd'hui parce que tout le monde veut y investir. Donc, quand une opportunité pour moi se présente dans un segment, c'est parce qu'il y a toujours dans une entreprise, c'est parce qu'il y a toujours un problème temporaire, à moins de déterminer si ce problème-là, c'est parce qu'il y a toujours un problème, à moins de déterminer si le problème est durable ou temporaire et d'agir en conséquence. Ok? J'espère que cet article-ci vous a aidé, d'accord? Moi, je trouve qu'il est assez intéressant ici. Donc, l'article, c'est où investir pendant une récession, comme le titre de cette vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas, la promotion ici concernant ici le service Top Note d'analyse ici se termine dans moins de 48 heures ici. Donc, je vous encourage à aller voir à peu près ce qu'il y a dessus. OK? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci.